Bon début de semaine à vous, fidèles téléspectateurs. Merci infiniment d'être branchés et de suivre ces programmes informatifs. À la une de l'actualité, le parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID ne participera pas aux élections de décembre 2023 tant que la liste des électeurs ne sera pas refaite dans la transparence. Ce 19 juin, l'on commémore la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, une maladie génétique qui affecte les globules rouges, responsable du transport de l'oxygène dans le sang. Madame, Messieurs, bienvenue. Débarrons avec le début de travaux préparatoires de la table ronde sur l'état de siège. C'est lundi 19 juin à l'immeuble du gouvernement à Kinshasa. Cette table ronde va décider de l'avenir de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Les détails dans ses commentaires. Quelques membres du gouvernement, le caucus des députés nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que certains officiers supérieurs de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, et des personnalités tant civiles que religieuses, se sont réunis ce lundi 19 juin à Kinshasa, où ils sont appelés à requalifier la situation d'urgence dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Cette table ronde avait été annoncée depuis le 13 octobre dernier par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, car elle devrait décider de l'avenir de l'état des sièges dans les provinces concernées, mais n'a pas pu être organisée au mois de novembre 2022 comme prévu. Plusieurs voix s'élèvent au pays pour la levée de cette mesure, car selon certaines sources, cette situation d'urgence n'a pas résolu le problème de l'insécurité dans ces coins de la République. Il suffit de rappeler que c'est depuis le 6 mai 2021 que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a décrété l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour faire face à l'activisme de groupes armés locaux et étrangers. Le parti politique SID ne participera pas aux élections de décembre 2023 tant que la liste des électeurs ne sera pas refaite dans la transparence. Ce sont le propos du président Martin Fayulu qu'il a annoncé ce lundi 19 juin à Kinshasa au cours d'un point de presse. Faut-il savoir dire non quand il le faut? Nous disons non à une parodie. Aussi, faut-il savoir dire non quand il le faut. Aujourd'hui, au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie électorale. Monsieur Félix Tshisekedi veut à tout prix obtenir un autre mandat frauduleux afin de changer la Constitution en rallongeant le mandat du président de la République à 7 ans. Ainsi, il pourra rester le plus longtemps possible au pouvoir pour parachever le projet de balkanisation de notre pays, diviser les Congolais par le tribalisme, pérenniser la corruption et braquer les ressources du pays. Non, nous ne pouvons pas les laisser réaliser ces macabres projets. En conséquence, nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparente et auditée par un cabinet extérieur compétent. Nous continuons d'exiger des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées, conformément à la Constitution de la République. Nous demandons à nos pères spirituels, en tant que leaders de la conscience nationale, de ne pas accompagner la CENI dans la conduite d'un processus électoral fondé sur un fichier électoral fabriqué de toutes pièces. Polémique autour du retour de Joseph Kabila après un temps de silence, tout d'abord avec l'annonce de son allocution à la population. La scène politique tant de l'Union sacrée de la nation que du Front commun pour le Congo ont commenté cette actualité. Suivez tour à tour Eli Beni, Kamalinga et Jean-Paul Lessambo.
Je crois bien que vous êtes Congolais, vous avez eu à assister au moins pendant tout un mandat de discours et des discours qui n'étaient pas réalisables, qui n'étaient pas aussi réalisés. C'est-à-dire le chef de l'État a fait beaucoup de discours et tous ces discours-là, c'était des discours pour essayer un peu de dorloter les Congolais, de les faire endormir. Mais je crois que maintenant le sage va parler. Joseph Kabila va parler parce que lui-même il avait dit on ne peut pas parler lorsqu'il n'y a pas à dire. Mais je crois que cette fois-ci, il a trouvé à dire. C'est-à-dire il a réfléchi, il a regardé comment les choses se passent dans notre pays, comment les institutions fonctionnent, comment il y a eu l'insécurité par rapport à la situation que lui il avait laissée. Je crois que lui il avait défait les M23, mais aujourd'hui les M23 est ici. Il avait laissé Bunagana entre les mains des Congolais, mais aujourd'hui Bunagana et quelques agglomérations ne sont plus sous contrôle de notre pays ou du gouvernement. En tout cas, le peuple congolais doit attendre au moins d'une parole d'un chef, d'une parole d'un sage, d'une parole d'un chef coutumier. Non, il n'y a absolument pas de crainte parce que la sortie de M. Kabila rentre dans droite ligne des activités de son parti, mieux de son regroupement, les FCC. Ça ne doit pas faire peur à l'Union sacrée parce que c'est un acteur politique, il peut réunir ses siens quand il veut, il peut faire des déclarations comme il veut parce qu'il y en a qui font des tweets, il y en a qui font des déclarations dans les médias. Alors pourquoi ça doit faire peur à l'Union sacrée? Cela c'est un non-événement pour nous parce que c'est tout à fait normal. Il a le droit de prendre position par rapport à un sujet ou à un autre. Il a le droit de réunir ses siens. Donc pour nous, cela rentre en droite ligne des activités normales d'un acteur politique qu'il est. Donc voilà, pour nous c'est un non-événement. Il a le droit de réunir ses siens et parler, et communiquer comme il veut. Ça ne doit pas faire peur à l'Union sacrée. Nous, on fait notre travail, nous sommes concentrés pour les élections à venir. Le groupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance a vu le jour le samedi 17 juin dans la salle culturelle Boboto en présence de plusieurs invités de marque. À quelques mois de la tenue des élections générales, le regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle, a vu le jour ce samedi 17 juin 2023 dans la salle culturelle Boboto en présence de son parrain Guilain Nyambo. Cette plateforme politique a comme objectif de donner deuxième mandat au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale et provinciale en 2023. AABG a mobilisé toutes les bases pour accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de matérialiser sa vision, a-t-il martelé les coordonnateurs adjoints du AABG, Kaskasongo Kalalo. AABG se positionne comme un vivier de compétences stratégiques pour accompagner utilement le président de la République afin de matérialiser sa vision en suivant une feuille de route d'exécution des actions concrètes élaborées avec l'expertise avérée de l'intelligentsia congolaise. Ici, il est rappelé qu'aucune politique publique ne peut réussir dans un environnement des antivaleurs, notamment de mauvaise gestion et de corruption. Ces antivaleurs dont AABG s'est doté de l'antidote des valeurs éthiques ont maintenu notre pays dans le sous-développement et notre population dans la misère. De son côté, le parrain Guilain Nyambo a accompagné ces regroupements politiques parce que ces partis politiques ont tous accepté d'accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors j'ai choisi d'accepter d'accompagner ce mouvement, ce regroupement à ABG, parce que tout d'abord, tous ces gens qui représentent partis politiques et mouvements associatifs, ils ont tous accepté de manière inconditionnelle d'accompagner le président de la République. Ces regroupements politiques comptent plus de 20 partis politiques dans lesquels chaque président a signé la charte constitutive. La charte constitutive.
Prévention de la drépanocytose et protection de personnes vivant avec la drépanocytose, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose, commémorée chaque 19 juin avec comme objectif d'informer le grand public sur cette maladie et de sensibiliser sur la nécessité d'un dépistage et de soutenir ceux qui sont atteints. Jovine Binga. La drépanocytose, appelée hémoglobinose S, est une maladie génétique grave. Elle touche plus de 300 000 enfants dans le monde et affecte principalement les populations d'origine orientale et indienne. Elle est transmise aux enfants par des parents qui peuvent ignorer qu'ils sont porteurs car ils n'ont pas de symptômes. C'est dans ces cadres que la journée du 19 juin de chaque année est choisie pour informer les grands publics sur l'existence de cette maladie et la nécessité d'un dépistage, mais également d'alerter sur le risque et les possibilités de soins. En effet, la drépanocytose affecte l'hémoglobine, principale protéine des globules rouges. Elle se manifeste notamment par une anémie, de crises douloureuses qui peuvent toucher différents organes et un risque accru d'infection bactérienne. La lutte contre cette maladie figure depuis 2009 parmi les priorités de l'OMS pour la zone Afrique et occupe le 4e rang dans les priorités en matière de santé publique mondiale après le cancer, le sida et les paludismes. Par ailleurs, des solutions sont disposées pour tenter de traiter les symptômes de la maladie, comme des antibiotiques, de la morphine ou des médicaments préventifs. Les transfusions sanguines peuvent également être réalisées de manière ponctuelle lors de la survenue des complications. La solution simple pour lutter contre la drépanocytose, c'est la communication et de prévention autour de cette maladie auprès de couples en âge d'avoir des enfants. La meilleure solution demeure le dépistage. Éviter le mariage entre les personnes qui ont un trait drépanocytaire, c'est-à-dire S. Mieux on sera informé, mieux on combattra la maladie. En international, alors que le coup de feu retentisse dans la capitale sénégalaise, un homme vêtu d'un pantalon kaki et d'un t-shirt a tiré dans la poitrine d'un jeune homme âgé de 21 ans qui s'est effondré contre un mur, montrant sa blessure avec incrédulité. Suivez donc ces reportages de nos confrères de la presse internationale. Le 1er juin, lors de la manifestation qui a eu lieu dans la capitale sénégalaise Dakar en soutien à l'opposant Ousmane Sonko, un homme a tiré dans la poitrine de Kadimba. Le jeune homme de 21 ans ensanglanté s'est effondré contre un mur, montrant sa blessure avec incrédulité. Je suis allé au dispensaire, je l'ai trouvé sur une brancard. Arrivé là-bas, ils l'ont mis un drap. Quand je suis entré dans la salle, j'ai soulevé le drap et je lui ai dit Khadim par son nom. Il ne m'a pas répondu. Là, j'ai senti quelque chose et je me suis mis à pleurer. Bon. Après, ils m'ont retroussé, comment dirais-je, ce drap. J'ai vu l'impact de balle sur sa poitrine. Là, je savais que bon, mon fils est parti. Là, j'étais ému, j'ai beaucoup pleuré, vraiment. Un ami de Kadim a déclaré à la presse que lui et d'autres amis avaient reconnu le meurtrier présumé de Ba comme quelqu'un qui était proche d'un lutteur local bien connu. Il se souvient avoir vu l'homme tirer sur des gens avec un pistolet alors qu'il se tenait devant la police anti-émeute. Il faut trouver la personne qui a tué mon fils et la traduire en justice. C'est la seule chose que je demande. Ils ont tué une personne qu'ils ne connaissent même pas. Ils ne savent même pas qui ils ont tué. Sa mort est la volonté de Dieu, mais justice doit être rendue. Selon les manifestants, plusieurs personnes auraient été abattues à balles réelles par des hommes civils. Le nombre de morts a bien doublé par rapport à 2021 en raison de la police et de la gendarmerie, qui ont non seulement répondu violemment, mais qui ont permis aux particuliers de s'impliquer dans la répression. Selon Amnesty International, 23 personnes au moins ont été tuées au début du mois au Sénégal, lors des affrontements entre la police et les manifestants.
Ouvrons ces chapitres consacrés au sport par la victoire de Léopard de la RDC face aux Panthères du Gabon dans la soirée du dimanche 18 juin dernier à Franceville dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations Côte d'Ivoire 2023. 2-0 et le score qui a soldé cette rencontre, la RDC a totalisé 7 points. Le corner de Swaku, la tête congolaise, l'ouverture du score. L'ouverture du score. Ils l'ont promis et ils ont fait. Les léopards congolais se sont montrés supérieurs aux Marquois au stade de la Rénovation en Franceville. Très compact, défensif et offensif, l'équipe congolaise a ouvert la marque à la 34e minute grâce à une reprise de tête signée Aaron Tibola sur un cornet tiré par le défenseur des Bekistas, Arthur Maswaku. Le corner de Swaku, la tête congolaise, l'ouverture du score. L'ouverture du score des Léopards de la République démocratique du Congo. S'y attendre au regard évidemment de cette... 1-0, score à la pause. Au retour des vestiaires, les Gabonais vont tenter de revenir au score avec des occasions qui étaient sans succès grâce à la vigilance de Lionel Mpassi à la cage des Léopards. Coaching payant pour Sébastien Desabre à la 83e minute de la rencontre avec une frappe instantanée de Fiston Mayele Kalala, beater de Young Africa de Tanzanie, qui a fait le break de la soirée en Franceville en présence du président de la République du Gabon, Ali Bongo. Cette victoire permet aux Léopards de hisser à la première place du groupe I avec 7 points, suivi du Gabon en égalité avec la RDC, la Mauritanie et le Soudan, occupent la 3e et la 4e place avec 6 et 5 points. Les Fauves congolais recevront les Crocodiles du Nil en 6e et dernière journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire en septembre prochain à domicile. Qui a impressionné tout le continent en Coupe de la Confédération. Toujours en rapport avec l'affiche de la victoire de l'équipe nationale de la RDC, Sébastien Desabre, sélectionneur de Léopard de la République démocratique du Congo, salue la victoire et le jeu livré par ses poulains sur terrain. Suivez-les lors de la conférence de presse d'après-match. C'est sûr qu'on est content parce qu'on s'impose à l'extérieur sans prendre de but. Moi, en tant que coach, c'est ce que je retiens. On a joué une belle équipe du Gabon. On s'attendait à jouer les premiers du groupe. Donc on a fait, je pense, un bon match. On avait mis quelque chose en place car les garçons ont bien réalisé. En tout cas, bien sûr qu'on est content. On sait de toute manière ce qu'il nous faut pour se qualifier à la prochaine CAN. C'est 3 victoires et un match nul sur les 4 derniers matchs. Non, on a 2 victoires et un nul. Donc, on va se concentrer sur le prochain match. Vous avez vu, rien n'est facile pour personne. En tout cas, on est content. Moi, en tant que coach, je suis vraiment content de l'état d'esprit des joueurs, ce qui transpire sur le terrain. Je l'avais dit en conférence. Le principal, c'est que on se bat, qu'on fasse plaisir à nos fans, que les Congolais soient fiers de leur équipe nationale. Et la plus grosse satisfaction aujourd'hui, c'est ça. Donc je félicite mes joueurs parce que c'est la première image qu'ils ont montrée. Et après, le match a été serré contre une bonne équipe du Gabon. On marque sur coup de pied arrêté. Mais voilà, ce que je retiens une nouvelle fois que c'est l'état d'esprit du groupe global quand on voit la rentrée des joueurs qui sont montés en jeu en seconde mi-temps. Alors c'est Christian qui est. Le journal comporte un invité, pas le moindre. Il s'agit donc de M. Raphaël Oulou, ancien conseiller en charge de questions parlementaires du président honoraire Joseph Kabila. Il a aussi occupé le poste du rapporteur à l'Assemblée nationale lors de la transition 1+4, actuellement cadre du FCC et secrétaire général du parti Mouvement social pour le renouveau MSR, dont l'autorité morale n'est ni plus ni moins que Joseph Kabila. Monsieur Raphaël, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame, merci. D'entrée de jeu, le comeback de Joseph Kabila après un long moment de silence, tout d'abord avec le renouement de contact avec sa famille politique, le FCC, puis l'annonce d'une adresse à la population. Qu'est-ce qui motive l'ancien chef d'État? Vous savez, Joseph Kabila, notre autorité morale, l'autorité de référence, a certainement pris un temps long d'observation
Et il a voulu, en date du 16 dernier, rappeler autour de lui les membres de sa famille politique. Question d'analyser avec eux la situation politique de l'heure. Et par le même coup, il a rompu le silence et il a promis à pouvoir s'adresser à la population congolaise les jours à venir. Et pour nous, cet acte vient couper court à beaucoup d'avis non conformes que ne cessaient de distiller des gens de l'autre camp. Comme quoi Joseph Kabila a pris congé de la politique, il a tourné le dos à la politique et il a prouvé que le Congo, c'est sa passion et qu'il ne peut pas s'en détourner. Il est là et il va continuer à faire de la politique. Justement, lors de sa rencontre avec quelques cadres à Kingakat, il avait affirmé que sa passion pour la RDC n'a jamais faibli et pour la survie de la nation, il est prêt à jouer un rôle politique. Est-ce qu'il sera candidat? Nous ne sommes pas encore arrivés à cet aspect au dépôt des candidatures. Notamment, il y a l'analyse générale sur le processus électoral en cours. Et comme nous le savons tous, la famille politique de Joseph Kabila, le FCC, a des revendications, des préalables, qu'il attend voir le régime Tshilé-Gelou satisfaire. En l'occurrence, la question autour de la Cour constitutionnelle, sa composition donc, la question autour du consensus à trouver pour le bureau de la CENI, et viennent s'ajouter la loi électorale et la loi sur la répartition de sièges. C'est dire que dans les conditions où les revendications pourraient être prises en compte, c'est à ce moment-là que nous pouvons parler de dépôt des candidatures et même de la candidature de Joseph Kabila, s'il sera candidat ou non. Mais affirmer qu'il a toujours de passion pour servir la politique congolaise, c'est pas un message codé? Écoutez, madame, servir, il n'y a pas de message codé, le message est trop clair. Hein. Il est un homme d'État, il n'a pas encore dit « je ne peux pas poser ma candidature », si bien que la constitution de notre pays et toutes les lois de la République n'interdisent pas à Joseph Kabila d'être candidat un jour. Et comme il a si bien dit, il a la passion de servir le peuple congolais. Donc il y a toute éventualité qu'il pourrait être candidat un jour ou l'autre. À 6 mois des élections, il vous appelle à la résistance, vous le membre du FCC, dernièrement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous avez désisté à participer au vote de la loi sur la répartition de sièges. Est-ce que la politique de la chaise vide va-t-il avantager la RDC? Non, il n'y a pas de chaise vide jusqu'à présent. Notre résistance, c'est dire que c'est incorrectement qu'on peut nous appeler de l'opposition, parce que, madame, vous le savez bien qu'à l'issue des élections de 2018, c'est notre famille politique qui est majoritaire à l'issue des résultats donnés à la majorité au Parlement. Mais par la magie de la corruption, il faut ainsi le dire, par les billets de banque, il y a des gens qui, sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télévision, ont déclaré avoir quitté et dire par là que la majorité a basculé. Pour qu'il y ait majorité, madame, il faudrait attendre les élections, mais comme il n'y avait pas élection, c'est un coup d'État institutionnel. Et nous devons résister face à ce coup d'État institutionnel. Nous devons résister pour que nous ne soyons pas, nous, complices pour venir accompagner une dictature qui est en train de s'installer. Voilà pourquoi on parle, ou Joseph Kabila nous parle de la résistance. Et chaise vide, non, il n'y a pas de chaise vide. Nous sommes là, nous vous disons que nous avons des préalables.
Si ces préalables sont rencontrés, nous allons participer comme tout le monde. Mais si ces préalables ne sont pas rencontrés, alors nous reconsidérerons notre position par rapport au processus électoral en cours. Est-ce qu'on peut envisager un rapprochement entre le FCC et le 4 leader de l'opposition? Oh, le rapprochement, je ne pense pas sur le plan idéologique ou sur le plan d'organisation de famille politique, non. Peut-être les rapprochements parce que nous sommes tous Congolais et nous sommes en train d'assister à cet élan dictatorial qui est en train de venir, peut-être vivant dans les mêmes conditions, subissant les mêmes affres du régime actuel, peut-être là il y a un rapprochement. Mais nous n'avons pas un rapprochement dans le sens de dire que nous sommes en partenariat ou une alliance en train de se former, non. Ok, abordons alors la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. Comment vous dressez le tableau de la situation? Le tableau sécuritaire dans notre pays est sombre, non seulement à l'Est de la République démocratique du Congo, tout près de nous ici à Kinshasa, tout près de nous, je voulais dire, vers le Kwamut et autres. Et il y a les Mobondo qui font rage aujourd'hui. Et vous avez entendu il y a quelques jours, ils s'installent les coupeurs de route dans le Congo central, ce qui n'a jamais été le cas. Et dans le Maniema, la situation ne tient pas, dans les Katanga aussi. Donc, se dire que à travers la République démocratique du Congo, il y a une insécurité qui est en train d'élire domicile. Je ne voudrais pas parler de Kuluna, qui insécurise la population aussi dans la ville de Kinshasa. C'est dire que viennent s'ajouter d'autres sites d'insécurité à la situation de l'Est de la République que le gouvernement de la République n'est pas à mesure d'estomper, nonobstant les pratiques qui ont été prises ou les mesures prises ça et là. Nous étions à la mutualisation des forces avec l'armée ougandaise et autres. Nous sommes passés par l'état de siège qui jusqu'à aujourd'hui ne dit pas un mot. On ne sait plus, on est en état de siège, l'Ituri et le Nord Kivu. Rien ne marche. Et nous sommes arrivés à l'EAC. L'EAC dans lequel nous trouvons encore les mêmes pays agresseurs, le Rwanda et l'Ouganda, qu'on n'a pas su empêcher de participer à l'EAC, vu la faiblesse de notre diplomatie, la diplomatie de la RDC donc. Et aujourd'hui, c'est la SADC qui vient, et la SADC n'ayant pas envoyé des militaires, il n'y a qu'un seul pays, les Zimbabwe. Les autres ont refusé de venir mourir pour les Congolais qui ne veulent pas agir en toute responsabilité. Donc nous sommes, même la communauté internationale tend à nous abandonner. La MONUSCO même dans notre pays qui ne fout rien du tout. Donc nous sommes un pays abandonné. Il n'y a que Dieu seul vers qui nous pouvons tourner nos regards parce que le régime en place ne nous rassure rien du tout. Il y a certaines bouches qui disent que c'est vous qui instrumentalisez cette guerre. Madame, nous n'instrumentalisons personne. Nous qui? Nous sommes Congolais comme vous et tout le monde. Comme vous et moi et tout le monde. Comment nous instrumentalisons qui? Non, personne. Vous savez, ce régime, lorsqu'il est incapable de résoudre un problème, il crie aux voleurs et il cherche des boucs émissaires. Non, madame. C'est le régime en place qui doit prendre toutes les mesures pour sécuriser la population. Aujourd'hui, la population n'est pas sécurisée. Allez à l'intérieur du pays. Vous ne pouvez pas circuler au-delà des 18 heures, de 20 heures. D'accord? Et à Kinshasa, ici, il y a des quartiers, comme je viens de le dire avec le phénomène de Kuluna, il y a des quartiers où on ne sait plus accéder. Est-ce qu'on peut aller facilement? Vous et moi, madame, nous pouvons aller à une fête d'anniversaire à Makala? Si je vous invite, madame, tout de suite, vous allez refuser. Bah, pourquoi? Non pas parce que c'est loin, mais parce qu'il y a insécurité dans la ville de Kinshasa même. C'est dire qu'il n'y a rien qui marche.
Le gouvernement ne doit pas, ou le gouvernement, non, le régime en place ne doit pas chercher des boucs émissaires. Il est seul responsable, il est incapable de redresser la situation, il est incapable de sécuriser la population congolaise et c'est bien. Alors, en parlant un peu de votre parti politique, dont vous êtes secrétaire général, le MSR. À bientôt le congrès. Le MSR n'est pas en congrès du tout. Ah bon? Le MSR n'est pas en congrès pour le moment. Oui. Et il y a une frange de camarades ayant quitté le parti volontairement qui, pour faire les yeux doux à l'Union sacrée, parce que c'est à la mangeoire maintenant, et qui font un semblant de congrès, ayant évoqué même l'article 26, 27 et 28 de nos statuts. Partant de là, madame, cette supercherie qui saute aux yeux tout de suite et qui n'est acceptée que par l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée accepte tout. Tenez, le parti MSR, c'est le parti dont Joseph Kabila est initiateur. Si vous lisez les statuts de notre parti au préambule à l'alinéa 2, et vous lisez à l'article 5, à l'alinéa 1er, le nom de Joseph Kabila, initiateur, est cité nommément. Et lorsque vous allez à l'article 10, vous avez encore l'initiateur parmi les membres du parti. Mais à l'article 26, alinéa 2, il est dit que les décisions et les orientations ne sont prises qu'avec l'accord de l'initiateur. Si cela est vrai qu'ils ont, ses camarades, ses amis, ses compatriotes, ont tenu à convoquer un congrès, l'ont-ils fait avec l'accord de l'initiateur qui est Joseph Kabila, tel que stipule le préambule et l'article 5 des statuts? La réponse est non. L'article 27 dit expressement que la convocation, le secrétaire général convoque le congrès, mais avec l'approbation de l'initiateur. Est-ce que la convocation de ce congrès a été faite ou ont été faites avec l'accord de Joseph Kabila qui est l'initiateur? Non. Ça veut dire que tout ce qui sortirait de ces semblants de congrès est nul et de nul effet. Donc, le MSR, notre parti, n'est pas allé en congrès. Il n'y a que une supercherie macabre qui est en train de s'installer, autant que la dictature de ce régime. En dépit de cette situation, avez-vous saisi la justice? La justice est saisie. Le ministère de l'Intérieur est saisi. Moi-même, je suis allé voir le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Je lui ai déposé un document le jeudi à son bureau et je lui ai dit. Et il est saisi. Attendons voir. Lui qui est juriste et de surcroît juriste et un acteur pour installer un état de droit, ce qu'il va dire. Peut-être la politique primera sur le droit, mais la loi doit être respectée, madame. Surtout que la loi de 2004 portant organisation et fonctionnement de partis politiques stipule à son article 7 que deux organisations de formation politique ne peuvent pas avoir le même logo et les mêmes emblèmes ou la même dénomination. Mais on trouve quoi? Il y a ces camarades qui, à l'Union sacrée, sans pince rire, ils sont en train de s'appeler MSR, pendant que j'ai rappelé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui connaît bien que le MSR existait, et ce MSR, c'est le MSR de Joseph Kabila. Mais il admet qu'il y ait un MSR sous l'Union sacrée. C'est de la tricherie, c'est de la tromperie, la duperie, la supercherie. Et je lui ai dit, face à ses responsabilités des juristes d'abord, et face à ses responsabilités de membres du gouvernement voulant instaurer l'état de droit, il a une décision à prendre. Surtout que, madame, en 2016, il y a un autre cas qui nous sert de jurisprudence. À l'époque, il y a un autre groupe sous la conduite de feu Pierre Lumbi, paix à son âme,
qui avait décidé de quitter encore le MSR pour aller à l'union au G7. Encore, ils ont prétendu aller à l'union au G7 avec le MSR. Et nous avons réussi à démontrer que le MSR est le parti de Joseph Kabila et ne pouvait pas aller au G7. Et ceux-là ont au moins compris et ils ont constitué un autre parti politique. Mais le ministère de l'Intérieur, c'est pourquoi j'appelle un cas semblable, un cas de jurisprudence, le ministère de l'Intérieur, par le secrétaire général aux relations avec les partis politiques, avait écrit une lettre que nous avons et que nous avons mis à la disposition du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, comme quoi le seul parti MSR, c'est celui dont nous disposons les documents, les statuts et même l'arrêté d'agrément. Nous l'avons. Et ce parti est de Joseph Kabila. Ce parti est au FCC. Et que les autres ne sont pas appelés à arborer les emblèmes du MSR. Alors, ces cas de jurisprudence, au ministre qui est juriste, au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur qui est juriste, l'amène à prendre une décision, non pas dans le sens de soutenir ceux qui sont allés à l'Union sacrée, mais dans le sens de ramener ou de replacer le MSR, notre parti, dans ses droits. Au cas où le MSR et l'Union sacrée étaient frappés d'inégalité, quel serait son sort? Mais nous sommes en train de dénoncer haut et fort cette irrégularité, cette illégalité. Et j'ose croire, eux qui veulent instaurer l'état de droit, je pense que je leur fais encore un tout petit peu confiance. Ils vont dire le droit. Et le ministre, le vice-premier ministre, pardon, et ministre de l'Intérieur, juriste que je connais, je sais qu'il ne va pas s'en dérober, il ne va pas s'en écarter. Parce qu'il ne va pas trahir le droit qu'il est censé dire, le droit qu'il est censé faire exécuter et la loi qu'il est censé respecter. Avez-vous un message particulier à adresser à la population? Le message particulier à adresser à la population congolaise, c'est d'attendre. Joseph Kabila va parler d'ici le mois de juillet. Si tout va bien, il va parler et il nous a demandé d'annoncer à la population congolaise que Joseph Kabila, qu'on croyait être le recteur de l'université de Kara, va enfin parler et sortir de son silence. De quoi va-t-il parler? C'est ce que nous allons attendre. Je voudrais demander au peuple congolais, comme nous regardons le match de football, ce jour-là, qu'ils soient nombreux autour de leurs petits écrans pour suivre le message de Joseph Kabila. Alors, ça sera un message fort. Ah oui, madame. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du parti Mouvement Social pour le Renouveau dans l'autorité morale de Joseph Kabila. C'est tout pour l'entretien de ce soir. Merci. À la prochaine. Nous sommes à la fin de cette session d'information sur nos antennes. Bien avant de nous quitter, le rappel de titre. Politique, engagement pour la citoyenneté et le développement SID ne participera pas aux élections de décembre 2023 tant que la liste des électeurs ne sera pas refaite dans la transparence. Ce 19 juin, l'on commémore la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, une maladie génétique qui affecte les globules rouges, responsable du transport de l'oxygène dans le sang. Merci de nous suivre. Les informations restent en continu sur Kinactu Télévision 24h sur 24. Au revoir.